nous avions tous suivi, c'est vendredi, malheureusement, une des hautes personnalités qui devrait d'ailleurs être bien surveillée et être une source d'inspiration pour la population, pour l'éclairage. Malheureusement, c'est lui qui se retrouve derrière un mouvement politico-militaire, alors que depuis près de 20 ans aujourd'hui, au retour de Sun City, nous nous sommes décidés tous ensemble comme peuple congolais d'accepter que seule la voie des élections pourrait nous aider à accéder au pouvoir par autre manœuvre. Malheureusement, Corneille Nangaa, lui qui d'abord n'a pas une personnalité verrée, mais aujourd'hui il se retrouve du côté des rebelles terroristes du 1-23 et nous devons préciser, malgré que vous aussi les journalistes vous essayez un peu d'amplifier la situation, mais c'est une initiative privée de Corneille Nangaa et de Bertrand Bisimwa. Ils ont tenté de regrouper plusieurs autres forces, ce qu'ils ont cité dans leur communiqué, mais ce qui est totalement faux. Ils n'ont pas eu le soutien et l'appui de plusieurs autres forces et c'est maintenant qu'ils vont tenter à les rapprocher. Ils parlent de ces partis politiques, plus de 60 personnalités politiques et tout, donc tout cela c'est un mensonge. Bon, moi je pense que c'est d'abord une haute trahison, parce qu'une personne à ce niveau, comme Corneille Nangaa, ne pouvait pas aller dans ces manœuvres dilatoires de pouvoir conspirer contre l'État. Et nous pensons que nos services de sécurité sont déjà en alerte. Ils vont tout faire pour non seulement voir dans quelle mesure on peut étouffer l'initiative de M. Corneille Nangaa, nous qui sommes agressés aujourd'hui par les Rwandais, appuyés par les 1-23, et qu'on retrouve encore un autre compatriote aux côtés des 1-23, ça prouve à suffisance que nous avons été infiltrés par certains même de nos compatriotes qui donnent des positions, mais aussi des stratégies militaires de notre pays en faveur de l'ennemi. Donc, Corneille Nangaa, il est en train de mentir comme il a toujours menti et nous devons revenir sur sa personnalité ici. Mais c'est Corneille Nangaa, il a été un ancien de FRPI de M. Thomas Lubanga. C'est un ancien, il s'est fait passer pour un pasteur pour briguer certains postes politiques, comme vous le connaissez dans notre pays où nous avons connu des brassages, des mixages. Et Corneille Nangaa a joué de cette notoriété pour devenir président de la CENI. Et aujourd'hui, il vient de dévoiler sa vraie face. Et les Congolais, en tout cas, ne peuvent accorder aucun crédit à ces messieurs qui, non seulement il a torpillé les résultats des élections de 2018, aujourd'hui il veut se constituer en sauveur, ce qui ne va pas passer parce que le peuple n'est plus dupe. Et son aventure qu'il vient de lancer avec les terroristes du 1-23, ça ne va pas passer parce que pour qu'une rébellion également progresse, ils ont besoin de la légitimité et la légitimité, ils n'en ont pas. Est-ce qu'on peut déjà dire que le mouvement de Corneille Nangaa sera considéré comme une force étrangère parce qu'il vient de la lancer au Kenya, précisément à Nairobi? Alors que nous faisons également partie de l'Eastern Africa Community, les pays dans lesquels ils ont tenu cette déclaration, en réalité, si on était coopératif entre les États, en tout cas, la République démocratique du Congo devrait demander l'extradition de M. Corneille Nangaa, de M. Bertrand Bisimwa, mais également partout où se retrouvent ces poches de résistance et toutes les réserves ou recels dans lesquels ils sont mis au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. En tout cas, la diplomatie congolaise devrait se mettre à pied d'œuvre pour récupérer tous ces gens-là et déclencher des actions de poursuite judiciaire. Mais pour Corneille Nangaa, il y a encore un cas un peu plus spécifique, c'est qu'il a créé un parti politique ici, agréé dans notre pays. Donc, nous devons déjà alerter les ministères de l'Intérieur, qui est également en charge de la sécurité intérieure de notre pays, de commencer déjà à identifier qui sont les membres fondateurs de ces partis. À part M. Corneille Nangaa, tous les autres, non seulement les partis doivent être dissous et supprimés de la liste des partis politiques œuvrant en RDC, mais également identifier tous ceux qui avaient été les membres fondateurs de ces partis et les mettre à la disposition de la justice parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver aux côtés de quelqu'un qui est en train de conspirer contre l'État congolais et se retrouver au même moment comme parti politique. Donc les aventures de Corneille Nangaa, en tout cas depuis ses récentes déclarations, ça n'a pas caché qu'il était derrière des mouvements de déstabilisation de la République démocratique du Congo et aujourd'hui il a voilé sa face. Tous nos services doivent être mis en alerte, mais également la diplomatie pour voir comment est-ce que nous allons déclencher les mécanismes d'arrêter M. Corneille Nangaa de là où il est et l'extrader pour venir répondre de ses actes dans notre pays. Alors, parlant de la géopolitique, c'est le Rwanda qui
agresse la RDC aujourd'hui. Il y a l'Ouganda qui a été aussi cité par Vital Kamerhe lors du passage de c'est au cadre proche de Tshisekedi à Goma. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Kenya aussi fait partie de ces pays agresseurs parce que il serait peut-être une erreur pour la RDC d'intégrer l'Eastern African Community? Absolument, c'est une erreur stratégique, mais également politique qui, effectivement, ne favorise pas les peuples congolais parce que si vous voyez tous ces pays qui composent aujourd'hui l'Eastern Africa Community et le Kenya aujourd'hui, non seulement ils ont joué un rôle très important dans la coalition de Vital Kamerhe et de M. Félix Tshisekedi en 2018 après le débâcle de Genève. Aujourd'hui, ils viennent encore de faciliter une autre coalition, un mouvement politico-militaire pour la déstabilisation du Congo. Donc le Kenya devient aussi un pays très dangereux que nous devons surveiller avec beaucoup un œil regardant pour que nous puissions dire ça ce n'est pas un pays frère, nous devons l'identifier comme un pays ennemi au même titre que le Rwanda et l'Ouganda. Mais aussi nous devons comprendre une seule chose, avant d'intégrer une organisation sous-régionale, il faut tenir compte des intérêts, il faut tenir compte des aspects linguistiques, il faut tenir compte même des aspects sociologiques. Si on peut revenir là-dessus, vous verrez que le Congo reste le plus grand perdant dans cette organisation parce que nous ne partageons ni des intérêts économiques, ni des valeurs traditionnelles, ni des valeurs coutumières et encore moins des valeurs ethniques et même linguistiques. Parce qu'ils sont beaucoup plus des pays anglophones, nous sommes un pays francophone. Comment est-ce qu'on collaborerait avec des pays qui sont beaucoup plus dans le Commonwealth, des pays des anglo-saxons, alors que nous sommes un pays de l'Organisation internationale de la francophonie? Si le plan traditionnels et sociologiques, ils sont beaucoup plus composés des peuples nilotiques, alors que chez nous, nous sommes composés des peuples bantous. Donc, au vu de ces éléments-là, en tout cas, il n'y avait rien qui pouvait justifier l'intégration de la RDC dans l'Eastern Africa Community, surtout que c'est dans leur pays où il y a les recels des terroristes qui viennent nous agresser à plusieurs reprises. C'est là que le Rwanda, l'Ouganda n'ont jamais caché leurs idées expansionnistes de pouvoir balkaniser la République démocratique du Congo, les pillages systématiques de nos ressources minières, mais également les violences qui ont été émaillées, notamment en 2000, où le Rwanda et l'Ouganda se sont bâtis sur notre propre sol. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le temps plus que jamais de réfléchir deux fois, de voir comment est-ce que nous pouvons retirer notre pays de cette organisation sous-régionale, parce que plusieurs de ces pays sont hypocrites et en tout cas n'avantagent à rien la République démocratique du Congo. Et le cas de Nanga est un exemple qui doit attirer l'attention de nos autorités, de toute la population congolaise, mais c'est une démarche à laquelle nous allons faire un front commun pour faire face, comme nous sommes en train de résister contre les terroristes du M23, c'est au même titre que nous allons résister contre les manœuvres de Corneille Nangaa. Et un jour, la justice sera rendue, il sera arrêté et déféré devant la justice. Depuis qu'il est en exil, Corneille Nangaa est en train de combattre la tenue des élections en RDC. Est-ce que cette alliance avec le M23 qui est à la porte de Goma, c'est une façon de bloquer, de freiner les processus électoraux déjà qui est en train d'aboutir parce que dans quelques jours ici, les Congolais iront dans les urnes? Je vous ai dit ici que M. Corneille Nangaa n'a aucune leçon à donner aux Congolais. C'est un ancien rebelle, il s'est camouflé et s'habiller la cascade d'un pasteur pour profiter de la naïveté des Congolais et devenir président de la CENI. Et malheureusement, le processus qu'il a conduit en tant que président de la CENI, nous savons comment est-ce que ça a abouti. Ça nous a produit des crises de légitimité, des crises de leadership. Et aujourd'hui, il est le plus mal placé pour donner des leçons en ce qui concerne les élections. Donc, quelle que soit la manière dont nous sommes engagés dans ces processus, nous allons y aller et ça va tenir avec la solidarité du peuple congolais, quelles que soient les petites menaces médiatiques que M. Corneille Nangaa a fait. Aujourd'hui, nous sommes unis plus que jamais pour la sauvegarde de notre pays et ce n'est pas un petit Corneille Nangaa qui viendra déstabiliser cette unité nationale, la cohésion des Congolais, et nous sommes suffisamment préparés psychologiquement pour ça, de résister et d'être résilients face à toutes les manœuvres qui sont en train d'être montées, malheureusement par les fils de notre pays, corrompus, manipulés par des forces obscures et des multinationales. Et aujourd'hui, en tout cas, le peuple congolais devra comprendre que la plupart des traîtres sont en interne et cette haute trahison ne passera pas vaine.
Et pour terminer, il y a une accalmie qui s'observe sur la ligne des fronts qui opposait les FARDC au M23. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a affirmé donc qu'il y a un ordre de la hiérarchie de garder les armes en berne. Et donc c'est un autre cesser le feu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision pour les autorités congolaises parce qu'il ne faudrait pas perturber peut-être les élections? Il faut préciser que les M23 sont à bout de souffle et ils utilisent aujourd'hui les chancelleries occidentales pour essayer un peu de leur donner un peu de souffle. Mais comme le Congo, c'est un pays qui respecte effectivement des conventions internationales, mais également les droits humanitaires internationaux, nous concédons à un certain moment pour privilégier le vie de nos compatriotes et ne pas lancer des offensives, et surtout que nous sommes dans une période aussi cruciale de l'organisation des élections générales dans notre pays. En tout cas, nous avons tout intérêt à pouvoir cesser les faits, signer même une trêve, afin que nous puissions passer à ces élections tant entendues par le peuple congolais. Mais cela n'est pas la naïveté de dire que nous allons céder à tous les caprices ou toutes les revendications du M23. Il y a un protocole qui avait été signé depuis 2022 où on a demandé au M23 de cesser les armes et de regagner leurs anciennes positions de Sabinho pour espérer un quelconque dialogue, mais également intégrer le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Donc, qu'ils ne pensent pas que le fait pour la RDC de respecter certains engagements internationaux et certains accords, cela impliquerait la naïveté de pouvoir céder aux revendications du M23. Nous sommes un pays respectueux et ils ne peuvent pas nous traiter comme ils veulent parce que nous jouissons de notre souveraineté en tant que pays et nous ne reculerons pas comme les institutions l'ont déjà décidé qu'il n'y aura pas de dialogue aussi longtemps que les M23 ne regagneraient pas leurs anciennes positions. Ils sont en train de gagner de nouvelles localités pendant ce temps. Oui, regagner des localités. Il fallait vraiment lancer des hostilités, regagner des localités, la guerre, pour qu'ils ne puissent pas avancer encore vers la ville de Goma. Moi, je pense que nous devons faire la distinction entre gagner du terrain et gagner la guerre. Cette guerre, nous espérons qu'elle sera longue et populaire, mais ceux qui sont dans la guerre légitime, dans la guerre juste, avec l'aide des seigneurs, mais également la montée en puissance de nos FARDC, nous pensons qu'à tout moment que nous pouvons déclencher les hostilités et les offensives, les M23 ne feront même pas 10 jours sans qu'ils ne soient démantelés. Donc il y a de nouvelles chances accordées aux M23 de s'amender, de se replier et de regagner le processus de démobilisation et de réinsertion. Et également, on les a accordé une nouvelle offre, celui de cantonnement, le précantonnement à Rumangabo, avant d'attendre une quelconque procédure de négociation. Et cette procédure de négociation ne va pas exclure les crimes de guerre qu'ils ont commis, ne va pas exclure les pillages systématiques qu'ils ont faits, ne va pas effectivement freiner la procédure judiciaire où les gens doivent être entendus. Et vous avez suivi comment est-ce qu'ils ont été sanctionnés par les Nations Unies. Et cela, ce n'est que le début. Tous les Willy Ngoma et les autres amis qui sont derrière cette manœuvre, notamment leur chef, M. Bertrand Bisimwa, finira par répondre devant la justice congolaise et pas même la justice internationale. Vous avez aussi demandé pendant longtemps le départ de la force de l'EAC aujourd'hui, les troupes burundaises, ougandaises sont parties. Est-ce une victoire du peuple congolais? Effectivement, devant l'engagement communautaire de la population et la prise de conscience, je ne trouve aucune force qui pourrait être au-dessus. Les autorités, nous les remercions d'avoir entendu les voix de la population qui se sont levées contre cette force militaire de l'Eastern Africa Community qui était appelée sur demande du gouvernement congolais pour venir neutraliser et pacifier l'Est de la RDC. Malheureusement, en arrivant sur le terrain, ils ont joué la force d'interposition qui a servi de ce qu'on a appelé la zone neutre ou la zone tampon. Et voilà, aujourd'hui, après leur départ, nous comprenons effectivement que c'était des gens qui jouaient les jets de l'ennemi. Et vous avez suivi comment est-ce que lorsqu'ils sont partis, c'est les rebelles du M23 qui ont reconquis les zones dans lesquelles ils se retrouvaient. Et nous doutons fort, si et seulement si, toute leur logistique était partie, parce que nous devons également interpeller notre gouvernement. Est-ce que lorsqu'ils sont arrivés, on avait comment les contrôler, quels effectifs étaient arrivés et quelle logistique était venue. Et lorsqu'ils sont repartis, est-ce que nous avons fait cet état des lieux pour nous rassurer qu'il n'y a pas des armes qui ont été accordées aux rebelles? Mais nous restons engagés et soutien total
aux FARDC parce que nous espérons que ce sont des hommes vaillants à tout moment qui aura les mots d'ordre. En tout cas, cet M23 va appartenir au passé. Monsieur Christophe, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.